bonjour Isabelle, bonjour Marco. Bienvenue dans le message des guides en prolongation. Tu me vois bien installé et j'ai monté un petit peu la caméra pour changer le décor un peu aussi. Pendant que je lis, ça fait d'autres choses à observer que moi qui se balance d'un côté et l'autre. Voilà. Je te souhaite une belle écoute et on poursuit là où on était rendu ce matin. Et je m'en vais à la page et je te souhaite, comme je te disais, une belle écoute. Et voilà, on est reparti dans le dernier paragraphe du chapitre 2 qui était je rentrais, je rentrais dans l'eau. Une sensation de picotement activa chaque cellule de mon corps. Je me sentis chargé d'un fort courant électrique qui illumina et renforça tout mon être. Après mon bain, je m'étendis et m'endormis rapidement d'un sommeil sans rêve. Le chapitre 3, le toton royal. Les 4 jours suivants passèrent bien tranquillement et j'essayais de prendre pleinement conscience du sens profond de ce que je venais de vivre. Le soir du 5e jour, alors qu'il commençait à faire sombre, j'entendis frapper à la fenêtre de ma chambre. Regardant à l'extérieur, je vis qu'il y avait une colombe blanche comme la neige sur le bord de la fenêtre, en tenant son bec une petite carte. J'ouvris, la colombe entra, puis attendit calmement. Je pris la carte pour lire le message. Il était rédigé dans la même écriture scribe que la précédente, sauf que l'encre était de couleur or et la carte était blanche. Le texte disait « Soyez à notre lieu de rendez-vous à 7 heures du matin, signé Saint-Germain ». Dès que j'eus pris la carte, la colombe se posa sur mon épaule et se mit à se frotter la tête contre mon visage, comme, comme pour me transmettre un message d'amour. Elle s'envola par la fenêtre et disparut comme une flèche. Espérant conserver la carte, je la rangeai soigneusement. Mais le lendemain matin, avant même de me mettre en route, je me rendis compte qu'elle s'était évanouie. La carte dorée sur laquelle avait été inscrit le premier message avait duré 3 jours. Je l'avais regardée plusieurs fois, espérant pouvoir la garder. Quelle ne fut pas ma déception quand je me rendis compte qu'elle avait été retournée à la substance universelle. Pour parcourir les 15 km à pied et être au rendez-vous à 7 heures, il me faudrait partir un peu plus après minuit. Ah ouais, c'est long, marcher 15 km. 7 heures. Je me levais tôt et après 3 heures, je m'étais mis en route. Et à 3 heures, ouais, c'est ça. Je devrais partir un peu après minuit. 3 heures plus tard, c'est pas un peu, ça. C'est 3 heures plus tard. Je m'excuse. Donc, je reprends. C'est quoi qui me fait? Ah, c'est le micro qui est proche de moi. Je vais le mettre ailleurs, je m'excuse, parce que là, vous deviez m'entendre me frotter dessus. Je chantais quelque chose. Je suis désolé. Ok, je reprends. Bon, bref, j'étais rendu où avec tout ça, moi? Les 15 km, bon, c'est ça. Et ça, il me faudrait. Bon, ok, on était rendu là. Je me levais tôt et à 3 heures, j'étais en route. En marchant vite, j'atteignais la forêt à l'aube. Peu après, j'ai entendu un cri plaintif. Presque automatiquement, j'ai répondu de la même manière. J'ai entendu quelque chose qui courait dans le bois. Mon ami, la panthère, bondit vers moi, toute remplie de joie. Je la caressais, puis nous continuâmes, ouais, c'est ça, ensemble vers le lieu du rendez-vous. Exactement à 7 heures, Saint-Germain sortit de l'atmosphère et m'accueillit à bras ouverts. Cette fois-ci, il me tendit la coupe de cristal remplie d'un liquide clair et pétillant. Je bus, la saveur était différente de tout ce que j'avais goûté auparavant. Cela ressemblait à du jus de pamplemousse glacé, mais très pétillant. Dès que je l'ai bu,
Une sensation électrique me traversa le corps, le vivifiant de part en part. Saint-Germain donna un biscuit brun à la panthère qui le dévora sans attendre. Aussitôt, tout son poil se dressa et il me dit: Votre ami ne tuera plus de chevreuil. Il dit quasiment chien. Il m'embêteau. La pauvre, elle ne mangera plus de chevreuil. C'est fini la viande, toi. Tu vas mange des pissenlits. Bon, anyway, je continue. Ça m'a fait rire. Je ne l'attendais pas, celle-là. Saint-Germain me dit, il me dit, votre ami ne tuera plus de chevreuil. Pour cette nouvelle instruction, vous devrez laisser votre corps ici, sur la montagne, parce que vous n'avez pas encore suffisamment appelé la puissance intérieure pour pouvoir l'amener avec vous là où nous allons aujourd'hui. La panthère montera la garde et comme précaution supplémentaire, je placerai autour d'eux le manteau d'invisibilité. Nous allons au téton royal. Au téton royal. C'est pas téton, c'est toton. T-E-T-O-N royal. Téton royal. Venez. Je me retrouvais aussitôt dans mon corps subtil, habillé de superbes vêtements en tissu doré luminescent. Regardez attentivement le tissu dont vous êtes vêtu, me disait-il. La substance de ce vêtement possède certaines qualités et propriétés extraordinaires, dont l'une est de permettre à celui qui la porte de se soulever et de transporter des objets physiques. Le vêtement lui-même possède une pure énergie électronique et peut servir à déplacer des objets, tout comme le fait la force du corps physique. C'est la première fois que les grands maîtres d'ascension permettent d'utiliser cette activité remarquable sur Terre. Je dois dire ceci à mes lecteurs, bien qu'étant alors dans un corps fonctionnant dans les 4 dimensions, je pouvais cependant ressentir et manipuler les objets solides du monde physique, tout comme on le fait dans son corps physique extraordinaire. Le corps dont je me servais à ce moment-là n'était pas comme on nomme parfois le corps astral. Ce n'était pas comme ce qu'on appelle parfois le corps astral. Nous atteignîmes bientôt le sommet d'une majestueuse montagne qui veille sur l'une des plus splendides régions des États-Unis. Des vastes forêts tapissaient le sol et de grandes chaînes de montagnes riches en minéraux encore intacts s'étendaient à perte de vue. Nous nous rendîmes à un endroit parsemé d'énormes blocs de pierre comme s'ils avaient été jetés ça et là par des géants en colère. Saint-Germain toucha l'un de ces gros blocs. Aussitôt, cette énorme masse se dégagea d'environ 1 mètre de sa position initiale et il me fit signe de le suivre. Nous entrâmes et, à mon grand étonnement, une porte de bronze se dressait devant nous. Elle se trouve ici depuis l'époque qui précède l'engloutissement de l'Atlantide. Il y a plus de 12 000 ans, me dit-il. Il s'avança et appuya certains points de la porte. Cette énorme masse de bronze de plusieurs tonnes s'ouvrit lentement et nous permit d'accéder à une salle spacieuse dans laquelle descendait un escalier taillé dans le roc. Nous descendîmes quelques 60 mètres plus pour atteindre une autre chambre circulaire cette fois-ci. Saint-Germain traversa la pièce et posa sa main droite sur la porte située en face des escaliers. Celle-ci s'ouvrit. Elle donnait sur un ascenseur tubulaire dont l'intérieur paraissait être de l'argent dépoli, répondant à ma pensée et me dit: Oui, mais plus dur et plus solide que l'acier et indestructible. Un disque plat fait de métal. T'as un peu là, je vais reprendre ça. Là. Oui, mais plus dur et plus solide que l'acier, indestructible. Un disque plat
fil de même métal et s'ajustant parfaitement dans le tube, s'éleva jusqu'au niveau du sol. Le maître contrôlait entièrement l'opération de l'ascenseur. Il entra et je suivis. La porte se referma et nous commençâmes à descendre lentement. Après un bon moment dans l'ascenseur, s'arrêta face à une autre porte de bronze, mais très différente de l'autre. Nous avons descendu 600 mètres et nous voici au cœur de cette montagne, me dit-il, en quittant l'ascenseur. La salle dans laquelle nous nous trouvions était d'une conception vraiment particulière. Elle avait une forme allongée orientée est-ouest. Les coins nord-est et les nord-ouest avaient été taillés en angle, formant une salle de réception à part. La lourde porte de bronze de l'ascenseur donnait sur le mur nord-ouest de cette salle. Sur le côté nord, il y avait deux autres grandes portes de bronze identiques donnant sur une grande salle d'audience. Sur le mur nord-ouest se trouvait une quatrième porte semblable à la première. En face, sur le mur sud, il y avait une immense tapisserie. Elle était faite d'une étoffe vraiment originale. La texture était grossière et pourtant la fibre était aussi douce que le poil d'un chameau. Le fond était d'une délicate couleur crème et la tapisserie représentait deux êtres grandeur nature, figure d'êtres divins d'une grande puissance et d'une grande majesté. Celui à droite était masculin et l'autre féminin. Il avait tous les deux une attitude d'autorité, comme si les forces du cosmos s'apprêtaient à obéir à leur décret. Le personnage masculin portait une longue robe faite de tissu épais de couleur bleue, saphir, rayée et richement bordée d'or. De toute évidence, c'était la robe d'un monarque ou d'un symbole d'autorité. Sous cette robe, il y avait une tunique en tissu doré ressemblant à du métal. Des rubis et des diamants, des saphirs et des émeraudes dessinaient un soleil sur la poitrine et il portait à la taille une ceinture de pierres précieuses à laquelle était fixé un tablier d'environ 30 cm de long, richement serti de pierres précieuses. La tunique descendait jusqu'aux genoux et sa bordure inférieure était décorée d'une bande de soie de 10 cm de largeur, richement bordée ayant la même couleur que les pierres précieuses. L'ensemble donnait l'impression que ses vêtements étaient tous luminescents. Les pieds étaient chaussés de bottes ressemblant à des sandales en cuir doré tressées de cordons bleus saphir, montant presque jusqu'aux genoux. Un bandeau en or d'environ 4 cm de large était posé sur le milieu du front, retenant les cheveux dorés et ondulés qui descendaient un peu plus bas sur les épaules. Le teint était clair, légèrement rosé, les yeux étaient d'un violet bleuté très profond, les doigts de la main gauche reposaient doucement sur le cœur et la main droite, levée vers le haut, tenait un sceptre de cristal éblouissant, signe de puissance et d'autorité. Le bras du sceptre se terminait en forme de pointe et le haut portait une sphère d'environ 8 cm de diamètre sur laquelle jaillissaient des rayons de lumière blanche. Il était clair que ce personnage représentait quelqu'un qui détenait une puissance gigantesque et une maîtrise et une force cosmique. L'expression générale était celle de la pleine jeunesse et pourtant les yeux rayonnaient la sagesse d'un âge très ancien. La robe du personnage féminin était violette foncée, brodée de bandes dorées comme celle de son compagnon. Sa robe, il y avait un tissu souple, doré et brillant qui touchait presque le sol. Les fils qui ont servi à tisser les vêtements de la tapisserie devaient être ceux des vêtements de l'époque
Cet être portait une ceinture de pierres précieuses et un tablier qui descendait à 5 centimètres en dessous des genoux. Les pierres étaient les mêmes que celles de l'autre personnage. Sous la bordure de la robe, on distinguait le bout de sa sandale de droite, faite de cuir doré comme coiffure. Elle portait simplement un bandeau en or pareil au sien. Les yeux étaient également d'un bleu violet un peu plus clair que les siens. Cheveux dorés descendaient jusqu'aux genoux. Une grande étoile à 7 branches, taillée dans un diamant et suspendue à une chaîne en or, reposait sous sa poitrine. La main gauche portait une sphère de cristal d'environ 15 centimètres de diamètre et la main droite, levée vers le haut, comme celle de l'autre personnage, tenait un sceptre vraiment original. Les 2 tiers de sa partie inférieure étaient en or et se terminaient en forme de pointe. Le tiers supérieur était fait d'une substance ressemblant à du cristal et rayonnait d'une grande lumière. Le haut se terminait en forme de fleur de lys, sauf que la pointe centrale, était plus longue et très effilée sur ses 4 faces. Le pétale recourbé de droite était d'un très beau rose. Celui de gauche était d'un profond bleu saphir. Celui du milieu était d'un blanc comme le cristal. Les 3 pétales étaient transparents et rayonnants de lumière. Les sections d'or et le cristal fusionnaient parfaitement car il n'y avait entre elles aucune ligne de démarcation. Ce sceptre représentait la triple activité de la force créatrice. La sphère cristal dans la main gauche révélait la perfection non manifestée du futur dans son activité cosmique. Les 2 sceptres représentaient la condensation et l'orientation de la puissance créatrice, la puissance créatrice en substance universelle en vue d'une manifestation spécifique. Il était splendide et rayonnant. Même en tapisserie, je me demandais bien ce qu'il avait été en réalité. Pendant que j'observais attentivement l'ensemble, Saint-Germain entendait patiemment tant j'étais fasciné par la splendeur de l'œuvre. Ces 2 grands êtres furent les fondateurs de cette retraite, me dit-il, alors que nous nous engagions par la porte de bronze. Sur notre droite, pour entrer dans une grande salle, qui, à l'évidence, était la grande salle du conseil servant à quelques cérémonies sacrées. L'atmosphère rayonnait beauté et splendeur. C'est à peine si mes mots peuvent exprimer ce que mes yeux ont vu et ce que j'ai pu ressentir. Il me fallut un moment pour m'accoutumer à la splendeur éblouissante de cet endroit. Cette salle avait au moins 70 mètres de longueur, 30 de largeur et 15 de hauteur. Une douce lumière blanche remplissait l'atmosphère. Saint-Germain m'expliqua qu'il s'agissait d'une force omniprésente que les grands êtres utilisent toujours pour la lumière, le chauffage et l'électricité. À l'autre extrémité de la salle, les murs latéraux étaient en onyx blanc sur une longueur d'environ 6 mètres. Là où s'arrêtait l'onyx, les bâtisseurs avaient coupé à travers une grande veine d'or natif de plus de 60 centimètres de largeur. La section principale des murs latéraux était en granit bleu pâle, mais par là nous étions entrés. La structure naturelle changeait pour du granit rose encore plus fin. La surface des murs, du plafond et du plancher avait été finement polie par quelques remarquables procédés. Le plafond en forme de voûte s'élevait d'environ 3 mètres au-dessus des murs. Hein? S'élevait au-dessus des murs. Je comprends pas ça.
Il flotte le plafond, quoi. Le plafond en forme de voûte s'élevait d'environ 3 mètres au-dessus. Ok, moi, parce que ça fait une voûte, donc ça fait une cloche. Vraiment, ok, je comprends. En plein centre se trouvait un disque d'or d'au moins 4 mètres de diamètre. À l'intérieur de ce disque, les pointes touchant sa circonférence rayonnait une étoile à 7 branches, entièrement composée de diamants jaunes, masse imposante de lumière or étincelante. Rayonnant de ce soleil central, 2 anneaux de couleur d'environ 30 cm de largeur chacun formaient une bande de lumière autour de l'étoile. L'anneau intérieur était rose, l'autre était violette intense. Le fond sur lequel était posée cette étoile ressemblait à de l'or givré. L'étoile se dirigeait vers le bas de grands rayons de brillante lumière cristalline. Autour de cet ensemble, il y avait 7 disques plus petits, d'environ 60 cm chacun, représentant les planètes de notre système, et 7 rayons de couleur contenus dans la lumière blanche. La surface de ces disques paraissait aussi douce que le velours et chacun avait sa propre couleur, très claire, intense et lumineuse. Comme je l'appris plus tard, à certains moments et pour certaines raisons spécifiques, les grands êtres cosmiques desservent leur puissant courant de force à travers ces disques. C'est ici que ces grands maîtres lumineux et désintéressés, appelés maîtres d'ascension, reçoivent cette énergie pour la redistribuer à l'humanité de notre Terre. Ce rayonnement agit sur les 7 centres ganglionnaires qui se trouvent dans le corps humain vivant sur cette planète, dans les corps humains vivant sur cette planète, ainsi que sur les animaux et les plantes. Le plafond avait la couleur d'un ciel très clair par une nuit de lune brillante. Et pourtant, sa surface était fortement réfringente. Au centre de l'autre extrémité de la salle et à environ 10 mètres du plancher, il y avait dans le mur un grand œil d'au moins 60 cm de large. Il représentait l'œil du Créateur qui voit tout, veillant constamment sur sa création et à qui on ne peut rien cacher. À certains moments, et pour atteindre des résultats spécifiques, rayonne une puissance formidable focalisée par cet œil. En l'observant, je me demandais ce qu'on ressentirait à voir par cette puissance en pleine action. À environ 12 mètres de l'extrémité du mur Est et couvrant une surface d'environ 20 mètres sur 9 se trouvait un panneau fait de substances précipitées. Il commençait à un peu plus de 1,5 m du plancher, étant renforcé de 5 cm dans le mur. Il y avait ainsi une forme concave. La substance de ce panneau ressemblait à du beau velours d'un bleu indigo profond, mais ce n'était pas du tissu. L'élément physique le plus ressemblant, dirais-je, serait un minéral. Cette substance n'existe pas chez les humains de la Terre, mais les grands maîtres d'ascension peuvent la précipiter au besoin. Saint-Germain m'expliqua que ce panneau avait été précipité et servait de miroir universel pour l'introduction d'initiés et de membres intérieurs du groupe d'êtres hautement évolués. Ces grands êtres œuvrent sans relâche pour aider l'humanité de notre Terre à devenir des femmes et des hommes parfaits et leur permettre de manifester dans leur vie extérieure la même grande perfection, la même autorité que Jésus le Christ expérimentait. Il n'existe aucune organisation extérieure de ces êtres parfaits. C'est seulement en vivant et en expérimentant cette perfection que la correction est de ses faiblesses humaines et en adorant sans réserve l'être divin intérieur qu'un individu peut naturellement s'associer à ceux qui œuvrent à ce haut niveau de réalisation. Ce panneau, me dit Saint-Germain, on projette des scènes de la Terre, des images du monde éthérique,
la mémoire à cacher et les activités ayant lieu sur Vénus ou ailleurs. Car les instructeurs désirent montrer aux étudiants ces scènes ne sont pas seulement des images du passé et du présent, mais elles peuvent aussi révéler des activités appartenant à un futur lointain. Si vous en verrez plus tard, empruntant la dernière porte sur notre droite, nous entrâmes dans une salle d'environ 24 mètres de long, 12 de large et 6 de haut. Le plafond était voûté comme dans la salle précédente. La finition intérieure de cette salle était entièrement faite d'or-mât et les veines pourpres et vertes qui semblent être gravées sur les murs sont en réalité précipitées et continua-t-il. À l'autre extrémité du mur de droite, allant du plancher jusqu'au plafond, il y avait un rayonnage en métal blanc ressemblant à l'argent dépoli. Il contenait des coffrets sur les roulettes. Non. Il contenait des coffrets sur roulettes faits du même métal. Les couvercles indiquaient en hiéroglyphes la classification de leur contenu qui se trouvait sur les 4 tiges elles-mêmes à l'intérieur de chaque coffret. Les hiéroglyphes étaient gravés sur chaque couvercle. Les tiges avaient au moins 25 cm de longueur. Sur chacune était enroulé un ruban d'environ 25 cm de largeur. Les rubans étaient en or pressés, alliés à une autre substance qui les rendait flexibles, bien qu'en n'étant pas plus épais qu'une simple feuille de papier. La longueur de ces rubans en or enroulés sur les tiges variait de 2 à 15 mètres. Des caractères étaient inscrits sur chaque ruban comme si on les avait gravés avec un stylet. Leur perfection était telle qu'on aurait dit de l'écriture scribe. M'indiquant une certaine section située à l'extrémité du mur, il me dit « Ces archives viennent remplir la promesse que je vous ai faite. Elles décrivent la ville, le pays et les civilisations qui étaient autrefois là où se trouve le désert du Sahara aujourd'hui, alors que vous étiez mon fils et que je gouvernais cet empire. Cette salle contient les archives de plusieurs pays et celles de croissance et de chute de nombreuses civilisations. Il me remit l'une de ces tiges et défit son attache. À ma grande surprise, je me rendis compte que je pouvais lire le texte. Il continua, je vous rends capable en élevant temporairement votre niveau de conscience. Et j'arrête là, mes amis. On est à 28 minutes 14 et on sera rendu, je viens de lire la page 100. Donc, demain matin, on sera rendu à la page 101. J'espère que tu aimes toujours ce que je te lis. Moi, ça m'intéresse quand même. C'est pas. Jusqu'à maintenant, je te dirais, pas appris grand-chose. Mais ça reste intéressant. Ça reste un livre qui est divertissant. On va le dire comme ça. Je vous souhaite une belle fin de journée et je me prépare à faire peut-être 2 voyances. Je ne sais pas. Là. Vous êtes en train de réfléchir à ça. Moi, en tout cas, on verra bien. Et je vous dis salut et on se revoit. Comme je te disais, là, c'est si Dieu le veut, ou comme tu voudras, ouais, comme bon te semblera. Hey, je te dis, la femme les twili-dou, dili-di-di-di-dou, puis c'est tout. On s'en reverra, si Dieu le veut, dans un autre voyance. Je te dis, bye bye. Ouais, bye bye.